Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette session. Nous sommes très heureux et heureuses de vous avoir ici pour notre quatrième séance du programme de formation de Global Youth Climate. Nous allons parler aujourd'hui des acteurs non étatiques, de leur implication dans les ambitions de plus en plus, dans les ambitions des contributions déterminées au niveau national. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je suis Alexis et j'ai également Myrna avec moi aujourd'hui qui va vous présenter les objectifs de la session. Bonjour à tout le monde, je suis Myrna, je fais partie de l'équipe de la Global Youth Coalition et je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est fondamental, comme vous le savez, et vous serez peut-être surpris de savoir à quel point les acteurs non étatiques ont un impact sur les ambitions de réduction du changement climatique. Et je vais redonner la parole à Alexis. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine diapositive? Aujourd'hui, nous avons trois orateurs et oratrices aujourd'hui. Nous avons Carly Lang qui sera euh, notre oratrice de la jeunesse qui vient d'Hong Kong. Nous avons également Yuba Sokona et nous aurons Kaya Axelson. Alors, pardon, je n'ai pas montré les diapositives dans l'ordre. Alors, aujourd'hui, les objectifs de la séance sont de pouvoir savoir comprendre pourquoi et comment les interventions techniques sur le climat doivent être accompagnées d'une contextualisation, d'une compréhension des préférences sociales et d'acceptabilité culturelle, d'expliquer l'intersection entre la gouvernance des entreprises et les ambitions accrues dans les contributions déterminées au niveau national, de comprendre et d'évaluer les différentes contributions déterminées au niveau national des pays et de savoir quelles sont les dernières analyses sur ces NDC. Alors aujourd'hui, nous avons trois orateurs et oratrices formidables. Nous sommes très heureux de présenter Carly Lang pour commencer. Alors, juste avant de présenter Carly, juste pour vous dire que les notes communautaires sont déjà dans le chat, donc si vous voulez prendre des notes, vous pouvez. Alors, Carly a une biographie incroyable. C'est une membre du groupe consultatif des Nations Unies pour la jeunesse de la région Asie-Pacifique sur la justice environnementale et climatique, où elle contribue activement à l'avancement de ces questions cruciales. La passion et l'expertise de Carly vont au-delà de son rôle de conseillère. Reconnaissant le besoin urgent d'une transition climatique juste, elle a cofondé le Climate Incubator. Cette initiative sert de plateforme dynamique pour les personnes qui cherchent à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour lutter efficacement contre le changement climatique. En tant qu'incubateur qui responsabilise les jeunes, elle met en place le Climate Incubator pour favoriser l'apprentissage collectif, la mise en réseau et le développement de compétences vertes. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Bonjour à tout le monde, je suis Carly, je vous appelle d'Hong Kong. Merci de m'avoir invité à parler. Merci à tout le monde d'être ici. Pour commencer, je vais partager mon écran. Alors, avant d'être ici, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais partager dans les 10 minutes qui me sont imparties. Et j'ai réfléchi, je me suis dit que plutôt que de parler de jargon technique, je voulais parler de mon expérience personnelle dans l'engagement que j'ai avec les acteurs non étatiques et comment nous pouvons être impliqués dans ce processus. Lorsque l'on parle de l'implication d'acteurs non étatiques, cela peut être parfois très important et parfois perturbant. Il y a énormément de parties prenantes, que ce soit le secteur privé, les experts, les villes, la société civile, les ONG. Et parfois, je me demande quel est notre rôle. Comment est-ce que je me positionne dans ce voyage, dans cette aventure? Eh bien, pour répondre à cela, je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Je vous ai partagé, je vais vous partager quelques-uns de mes dessins pour illustrer un peu mon expérience. Alors, mon expérience est un peu, un peu à la forme des montagnes russes. J'ai commencé en tant qu'étudiante, puis j'ai mené des projets communautaires en Ouganda, au Népal, et j'ai même lancé
mon entreprise qui a fait faillite au bout d'un an. Mais après cela, je suis retournée à l'école, à l'université, j'ai passé mon master et je me suis rendu compte que j'avais envie de m'investir sur le militantisme climatique sur le terrain. Donc, j'ai voulu participer au COP, COP 27, COP 28, et c'est pour cela que c'est très important pour moi de me rendre compte que mon rôle continue d'évoluer. Donc, j'ai toujours plusieurs casquettes. Parfois, j'étais étudiante, parfois j'étais chercheuse, parfois j'étais même entrepreneur, parfois j'étais militante, et même des fois, il m'est arrivé d'être une déléguée des COP. Mais chaque expérience m'a vraiment appris énormément de choses, et en particulier la manière de discuter, de prendre la parole avec différentes parties prenantes. Donc, en tant qu'étudiante, je prenais la parole au nom de mon université ou avec mon université. En tant que chercheuse, je parlais parfois avec des think tanks, des ONG, des communautés locales. Et à cette époque, je ne me rendais pas compte que toutes ces personnes que je viens de citer sont des acteurs non étatiques. En fait, tout ce que je savais, c'est que leur voix était absolument fondamentale. Et l'un des différents projets que j'ai menés dans le passé euh, avait trait au recyclage des déchets à Hong Kong. Et donc, j'ai discuté avec le gouvernement et le gouvernement de la ville, mais également avec des petites et moyennes entreprises, des restaurants et des think tanks parce que les recherches étaient déjà présentes. Et j'ai vraiment pris en compte toutes leurs expériences, en particulier la somme de leurs expériences avec les gouvernements et comment ils s'engagent avec les gouvernements. Et donc ça, c'était très intéressant. Donc je me suis rendu compte que après avoir fait tous ces projets, mon rôle était d'inspirer les personnes à utiliser leur pouvoir pour créer du changement et pour le bien commun, de changer le système, d'encourager ce changement au niveau du système. Et c'est pour cela que je voulais vous poser votre question. Qu'en est-il pour vous? Quel type de rôle voulez-vous jouer dans ce processus? Parce que cette question est vitale pour moi. Je suis convaincue que nos actions doivent être alignées avec nos ambitions et nos croyances personnelles. Donc, une fois que vous avez identifié votre rôle, nous pouvons aller plus en profondeur. Donc, il y a quelques années, j'ai rejoint un groupe consultatif des Nations Unies et mon rôle a été vraiment de faire ce processus de prise de décision au niveau local, national, international et de s'assurer que ce processus soit plus inclusif. Donc, ma première mission pour les Nations Unies était vraiment de discuter des droits humains. Et pour que vous le sachiez, moi, je suis formée à la base en psychologie. Donc, c'est pour cela que je travaille énormément avec des avocats internationaux, mais j'ai beaucoup de facilité à me connecter avec la communauté, avec les parties prenantes. Et donc, cela revient donc à la question qui est très importante, c'est de savoir est-ce que un village doit donner leur avis si une entreprise veut acheter une partie de cette terre pour faire un projet? Et ma réponse, c'est oui, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que toutes les personnes impliquées soient incluses dans le processus? Est-ce que c'est une question de culture? Est-ce que c'est une question de diversité des pratiques et des croyances? Est-ce que c'est une question de financement? Pour moi-même, je ne comprends pas forcément parfois tous les termes euh, juridiques. Donc, comment est-ce qu'on attend à ce que toutes les parties prenantes comprennent tout et soient impliquées dans les discussions? Donc, nous essayons vraiment de simplifier ce langage et de l'inclure dans le processus de prise de décision. Et s'il manque quelque chose comme le cadre, les rapports, les opinions dans le processus de prise de décision. Il y a donc énormément de barrières et d'obstacles, et cette liste n'est vraiment pas exhaustive. Quand on regarde donc ces contributions déterminées au niveau national, il y a un travail extraordinaire qui doit être fait au niveau
local. Comment est-ce que vous allez créer le changement? Donc, quand je réfléchis un petit peu à ce qui m'a amené ici, ce qui ressort, c'est vraiment de décider de travailler avec et pour les personnes, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que militante. Parce que si nos initiatives ne servent pas à la communauté, à quoi servent-elles? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et nous passons donc à ce graphique. À chaque fois que je me sens un peu perdue, euh, je me réfère à ce graphique. De savoir quelles sont les opportunités qui existent, que ce soit des opportunités internes ou externes. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que moi ou en tant que nous, toutes les personnes qui sont dans cet appel Zoom? Il y a énormément de choses que vous pouvez faire, que ce soit du renforcement des capacités, de la collecte de fonds, vous assurer que les plans soient mis en œuvre, euh, s'assurer de la responsabilité de la communauté, parce que s'il y a un plan mais pas d'action, ce n'est qu'un plan et il nous faut absolument des actions et pas seulement des plans théoriques. Donc, dans cette aventure de découverte de soi et de créer du changement, il faut se rappeler que nous avons tous et toutes un rôle vital à jouer. Et je sais que parfois, cela peut être très difficile. Mais je vous assure que la récompense, le jeu en vaut la chandelle. Moi, quand je pense à mon expérience, je n'aurais jamais pu imaginer arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment que vous aurez tous et toutes ce petit moment de réalisation et d'alignement entre vos actions et vos croyances. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, mais merci beaucoup de m'avoir laissé la parole et j'ai hâte d'entendre vos expériences et vos réponses dans la boîte de dialogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carly, c'était formidable et tu as raison, c'est tellement important de savoir quelle est ta mission et comment tu en es arrivé ici. Donc, merci beaucoup d'avoir pris la parole. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais vous pouvez les poser dans la boîte de dialogue. Je vais donner la parole à Alexis pour présenter notre prochaine orateur. Merci beaucoup, merci Carly, merci de cette présentation de ton travail et de ta vie. Alors, je suis très heureuse maintenant de vous présenter notre prochaine orateur. Et Yuba Sakona, euh, qui a beaucoup d'expérience dans dans le travail sur le changement climatique. Il a été élu vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, en octobre 2015. Avant cela, Yuba était coprésident du groupe de travail 3 du GIEC sur l'atténuation du changement climatique pour le cinquième rapport d'évaluation, après avoir été l'auteur principal depuis 1990. Avec plus de 35 ans d'expérience dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et du développement durable en Afrique, c'est une personnalité mondiale reconnue. En plus de ses réalisations, Yuba a fait ses preuves en matière de direction et de gestion d'organisation, notamment en tant que coordinateur du Centre africain pour les politiques climatiques, la CPC, et secrétaire exécutif de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Yuba et moi avons travaillé sur plusieurs publications et je suis très heureuse de l'inviter ici aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de participer à notre séance. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Bonjour à tout le monde, je vous appelle de Bamako au Mali. Merci. Je me demandais si lorsqu'Alexis allait parler, euh, j'allais pouvoir suivre euh, les objectifs de cette séance. Donc j'espère vraiment pouvoir le faire. Alors pour commencer, ce qui est très important, c'est de comprendre ce qu'on veut dire par acteur non étatique. Et l'oratrice précédente en a déjà parlé, mais il est très important de se répéter parfois pour s'assurer d'être bien compris. Les acteurs non étatiques comprennent les entreprises, les organisations de la société civile, les groupes autochtones, les institutions académiques, les gouvernements locaux et jouent un rôle crucial dans les contributions déterminées au niveau national. Leur implication dans le processus de ces NDC est vitale pour améliorer les ambitions
et s'assurer des engagements climatiques qui ne soient pas seulement des aspirations, mais euh, vraiment faisables. Leur implication est également essentielle pour un cadre d'action plus inclusif, efficace et ambitieux. Leur rôle est de plus en plus reconnu dans la gouvernance mondiale sur le climat, en particulier grâce à des plateformes comme la CNUC et son agenda d'action climatique qui cherche à intégrer des acteurs non étatiques dans le processus euh, climatique, dans le cadre politique. En fournissant de l'expertise technique, des ressources financières, de la pression publique et de la mise en œuvre sur le terrain, les acteurs non étatiques contribuent à des plans d'action climatique plus efficaces et plus exhaustifs. Alors, quels sont les enjeux à prendre en compte? Eh bien, il faut savoir que le Sud mondial requiert un éventail d'interventions techniques pour pouvoir faire face au changement climatique qui soit adapté aux contextes locaux et soutenu par de la coopération internationale et les financements internationaux. Ces interventions peuvent contribuer au développement durable, à la création de résilience et au bien-être global des communautés dans toutes ces régions. Ces interventions techniques ont pour but de faire face au changement climatique et de promouvoir la durabilité, et elles doivent être contextualisées avec attention au sein euh, des communautés, de leurs spécificités sociales et culturelles, euh, pour s'assurer de leur succès et de la durabilité. Sans une contextualisation, ces interventions pourraient arriver à un échec à cause de la résistance sociale, des conflits culturels ou de renforcement des inégalités déjà existantes. En intégrant les considérations sociales et culturelles, les interventions climatiques peuvent être plus inclusives, équitables et efficaces, entraînant au final plus de communautés résilientes et durables dans le Sud mondial. Et c'est pour cela que c'est très important. Donc, prenons certaines interventions techniques. Bien sûr, cette liste, encore une fois, n'est pas exhaustive, mais cela vous donne une idée. On peut prendre par exemple le déploiement des énergies renouvelables, les énergies éoliennes et solaires par exemple. On peut également penser à la biomasse en fonction de la localisation. On peut penser euh, au système euh, de grilles, en dehors des grilles et des mini-grilles. On peut penser également à une agriculture qui soit intelligente et adaptée au changement climatique, donc des cultures résistantes aux sécheresses, des pratiques de gestion de la terre durable. Cela peut également prendre en compte la gestion des ressources en eau, euh, d'être plus efficace lors de l'irrigation, par exemple. On peut penser à l'utilisation d'une irrigation différente ou de créer de nouveaux systèmes pour pouvoir réduire l'utilisation de l'eau dans l'agriculture. On peut également penser à la réduction des risques liés au désastre et, à la création d'une résilience, par exemple de faire euh, face aux sécheresses ou aux inondations. On peut également penser à des infrastructures résilientes face au changement climatique. On voit également l'importance de la gestion des déchets, d'une économie circulaire. Donc, les technologies de déchets vers l'énergie et de recyclage et d'efficacité énergétique, par exemple. La planification urbaine et le transport euh, sont également des interventions techniques importantes.
Et la conservation et la réforestation de la forêt font partie des aires dans lesquelles la gestion de la communauté est très importante. Il y a un bon nombre d'enjeux techniques sur ces sujets qu'il faut prendre en compte. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'une contextualisation? C'est une question qu'on peut se poser. L'acceptabilité culturelle et les préférences sociales sont très importantes parce qu'il faut prendre en compte les savoirs et les pratiques locaux. Et également, il faut s'assurer de respecter les valeurs culturelles lorsque l'on veut mettre en œuvre quelque chose, si on veut avoir le soutien de la population et des communautés. L'équité et l'inclusivité sociale sont également fondamentales pour pouvoir faire face aux inégalités sociales et améliorer la participation et la consultation. C'est seulement comme cela que l'on pourra mettre en œuvre les objectifs que nous avons. Pour la durabilité et l'adoption à long terme également, nous avons besoin d'une contextualisation. Euh, il faut réussir à créer des changements de comportement et améliorer les capacités locales et le transfert des savoirs. Cela nous permet de ne pas seulement nous baser sur les savoirs scientifiques, mais sur les savoirs également locaux et autochtones qu'il faut prendre en compte. Il est également très important de regarder du côté de la politique et de la gouvernance, de s'aligner avec les structures de gouvernance locales, de créer de la confiance et de la légitimité. Voilà donc des éléments qui expliquent pourquoi nous avons besoin d'une contextualisation. Alors, comment est-ce qu'on peut contextualiser les interventions techniques? Il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Tout d'abord, des approches participatives basées sur l'engagement des communautés locales dans la création, la planification et la mise en œuvre des phases des interventions. Des approches participatives qui assurent que les interventions sont adaptées aux besoins locaux et aux préférences et que les communautés ont un sens de propriété sur ces solutions. Ça, c'est absolument fondamental. Un deuxième élément est l'évaluation culturelle et sociale. De faire des évaluations culturelles et sociales précises avant de mettre en œuvre les interventions, pour savoir si ces interventions seront acceptées ou non. Et ces évaluations peuvent identifier des barrières culturelles potentielles, des préférences sociales et des dynamiques communautaires qui doivent être prises en compte. Le troisième groupe d'éléments est la collaboration avec les dirigeants locaux et les organisations. Ça, c'est très important également. Comment est-ce qu'on attire l'attention des dirigeants locaux, des ONG? Comment est-ce qu'on travaille avec ces organisations communautaires également qui comprennent le contexte local et peuvent faciliter la communication entre les acteurs externes et la communauté? Et ça, cela aidera vraiment à la mise en œuvre et à l'acceptation des interventions techniques. Le quatrième élément est le renforcement des capacités et l'éducation. Cela est absolument fondamental et crucial, en particulier sur l'éducation et des opportunités de renforcement des capacités. Il faut s'assurer que ce qui existe déjà au sein de la communauté et de voir ce qui manque pour pouvoir penser à des opportunités de renforcement des capacités pour s'assurer que les communautés comprennent ces interventions techniques, puissent les adapter et les faire rentrer dans leurs contextes locaux. Cette approche aide également à la construction d'une expertise locale et de la résilience. Il ne faut jamais commencer par le renforcement des capacités. Commencer par une évaluation des capacités existantes. Lorsque l'on se rend compte qu'il existe déjà des capacités dans la communauté, et s'il en manque, penser dans ce cas-là au renforcement des capacités. Pour conclure, il est très important de comprendre que le Sud mondial est caractérisé par des cultures différentes, des cultures, des structures sociales et des conditions économiques qui requièrent que les solutions climatiques soient adaptées aux réalités locales. Sans cette contextualisation, on ne peut pas se rendre compte que les
diversité culturelle sont très importantes, surtout en Afrique. On a l'impression parfois que euh, l'Afrique a énormément de diversité culturelle et politique, mais parfois on se rend compte que il y a beaucoup de points communs et nous pouvons travailler sur la contextualisation de ces interventions. Parce que sans cette contextualisation, les interventions prennent le risque d'être rejetées ou de ne pas être efficaces parce qu'elles ne sont parfois pas alignées avec les expériences, les priorités et les valeurs des personnes qui sont censées bénéficier de ces interventions. Donc, de parachuter des interventions sans évaluation au préalable ne fonctionnera jamais. En ce qui concerne la contextualisation des interventions techniques, il faut la prendre en compte au sein des cadres sociaux et culturels. Et ce n'est pas seulement à prendre en compte, c'est une nécessité pour le succès et la durabilité des interventions dans le sud mondial. Avant d'apporter euh, des solutions, il faut penser à ce qui va changer dans la vie des personnes pour qui vous apportez cette intervention. Et en respectant les savoirs locaux, en impliquant les communautés locales dans la prise de décision et en s'assurant que les interventions sont appropriées culturellement et socialement, seulement comme cela, nous pouvons créer des solutions qui ne sont pas seulement efficaces dans la résolution du changement climatique et aux défis, de durabilité, mais cela nous permet également d'autonomiser les communautés, de promouvoir l'équité sociale et de s'assurer d'une résilience à long terme. Et ça, ce n'est pas le cas seulement pour le Sud mondial, mais c'est au niveau international. Il faut penser à tous ces éléments. Donc, il est très important vraiment de prendre en compte cette contextualisation pour s'assurer que, peu importe où nous intervenons, les communautés puissent bénéficier de cela. Et pour cela, il faut respecter, mobiliser et utiliser les contextes locaux. Et donc voilà quelques éléments que je voulais mettre en lumière pour cette discussion sur le besoin d'une contextualisation pour pouvoir euh, améliorer les ambitions des contributions déterminées au niveau national. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Yuba. C'était formidable d'entendre vos réflexions et surtout de réfléchir à cette mobilisation des capacités, ces renforcements des capacités. Parce que nous avons vraiment ce programme qui a pour objectif d'avoir des représentants dans différentes parties du monde pour pouvoir mobiliser les ressources avec les communautés. Donc c'était très intéressant d'entendre cela euh, pour pouvoir réfléchir à nos interventions de renforcement des capacités en fonction des contextes. Il y a beaucoup de commentaires très positifs dans le chat qui disent que cela résonne beaucoup avec leur travail. Donc merci beaucoup, Yuba. Un petit rappel, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et nous aurons du temps après l'intervention de Kaya pour prendre cela. Merci beaucoup. Et merci. Demandez aux francophones de poser leurs questions en français. Oui, allez-y, nous avons des questions en français. Merci beaucoup. Bonjour, et maintenant, je suis très heureuse de présenter Kaya Alexon. Kaya est responsable de la politique et des partenariats à l'Université d'Oxford. Elle est chargée de recherche et responsable de la politique et des partenariats chez Oxford Net Zero. Elle dirige une équipe chargée de traduire la recherche en ressources, politiques et normes pour définir et atteindre le net zéro. Après des années de travail en tant qu'activiste, Kaya s'est installée à Oxford pour travailler à la connexion des communautés d'action climatique à l'échelle internationale. Elle a reçu des prix pour ses recherches sur les coalitions politiquement improbables dans le domaine des énergies renouvelables. Elle est autrice de The Oxford Principles, un guide de l'Oxford Smith School sur la conception et l'exécution des engagements d'émissions de zéro émission nette et le rapport le plus téléchargé du site web de la Smith School. Elle va parler de gouvernance climatique et de l'ambition des acteurs non étatiques à l'égard des CDN.
Bonjour, merci beaucoup, Myrna. Merci à toutes et tous. Merci à toute l'équipe. Je suis vraiment très honoré d'être ici. J'ai entendu parler de vous depuis très longtemps, depuis que vous avez commencé votre travail en tant que coalition de jeunes. C'est vraiment très intéressant. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs et merci également aux interprètes. Et aujourd'hui, je vais parler de l'un de mes sujets préférés, c'est-à-dire le pouvoir que nous avons pour créer du changement depuis la base. Le travail le travail que nous faisons à tous les niveaux, que ce soit des politiques les plus locales au niveau plus élevé, comme l'action des entreprises. Ça peut être également des employés qui travaillent au sein d'une entreprise pour améliorer des cibles zéro net, mais aussi des contributions déterminées au niveau national. Donc, je vais parler de tous ces travaux à différents niveaux et donc ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus d'ambition à tous les niveaux. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Je ne sais pas comment le faire. Donc, vous savez certainement ce qu'est une contribution déterminée au niveau national. Mais j'ai demandé à ChatGPT de donner une définition la plus simple possible. Si jamais vous deviez l'expliquer à votre oncle ou votre tante, voilà, ce serait la manière de le faire. Donc, une CDN est le plan d'un pays pour lutter contre le changement climatique. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'accord de Paris. Donc, dans ce cadre, chaque pays doit décider dans quelle mesure il réduira la pollution, les pollutions qui causent le réchauffement climatique. Ces plans expliquent ce que chaque pays fera pour atténuer le changement climatique et protéger l'environnement. Et tous les 5 ans, les pays doivent mettre à jour leur plan. C'est pourquoi tous les 5 ans, nous avons une grande COP avec une grande discussion, un dialogue. Et donc, la prochaine grande COP aura lieu dans 1 an. Donc, je vous ai dit ce qu'est une CDN et je vais vous dire maintenant ce que n'est pas une CDN. Les CDN ne sont pas des lois, même si elles peuvent être traduites dans des lois. Dans un pays, on mesure l'importance que donne ce pays à cette CDN s'il le fixe dans une loi. Mais ce n'est pas forcément une loi. Ensuite, les CDN ne sont pas des objectifs fixes. Ils doivent normalement être plus ambitieux à chaque fois, au fil du temps. De plus, les CDN ne sont pas limités aux émissions, même si elles sont généralement représentées en termes d'émissions en gigawatts, par exemple. La plupart du temps, elles sont représentées en termes d'émissions, mais aussi elles peuvent être d'autres paramètres, comme des paramètres liés à la nature, à l'énergie, à la résilience. Je vais passer à la diapositive suivante. Donc, il y a un rapport très important pour évaluer si, au niveau global, les CDN et les politiques qui les soutiennent sont suffisantes pour atteindre nos objectifs de température globaux. Donc, il y a l'objectif de Paris en termes de température. Ensuite, il y a les CDN qui sont appliqués pour mettre en œuvre cet objectif. Et suivant le scénario, ce ne sera pas forcément le cas. Toutes les CDN pourraient ne pas miser l'une à côté des autres, pourraient ne pas nous permettre finalement d'atteindre les 2 degrés. Et donc cela vient d'un
un rapport de l'ONU, le GAP Report, qui est publié chaque année. Et cela montre à quel point les politiques et les CDN en cours vont permettre d'atteindre les objectifs de température. Donc, vous pouvez utiliser ce type de graphique pour voir à quel point les CDN changent et à quel point elles permettent d'atteindre l'objectif de température et quel est le fossé entre l'objectif et la trajectoire actuelle. Donc, normalement, on devrait atteindre entre 2 et 3 degrés d'augmentation de la température si on suit les NDC actuels, les CDN actuels. Donc, il faut plus d'ambition. Pour ce prochain cycle de CDN, il faut plus d'ambition. Et donc, où vous soyez, où que vous travaillez, dans votre pays ou dans une entreprise, ou si vous travaillez au niveau international, il faut vraiment accélérer les ambitions. Désolé, ma souris va un peu trop vite. Lorsqu'on parle de l'action climatique, depuis le haut ou depuis la base, il faut essayer de voir un peu les liens. Il faut voir un peu ce triangle d'action, comme je l'appelle. Donc, en haut du triangle, en haut de la pyramide, il y a les CDN. En dessous, il y a les objectifs et certains pays ont un cadre de travail et une législation. Par exemple, une loi sur le changement climatique. Et donc, ce sont des lois qui sont votées dans les différents pays qui déclarent voici notre objectif, voici notre CDN pour tous les secteurs. En dessous, nous avons la réglementation et les politiques pour l'alignement des entreprises afin que tous les secteurs économiques participent à cet objectif. Il peut y avoir différentes exigences pour les entreprises. On peut par exemple fixer des obligations pour les entreprises d'avoir des objectifs climatiques. Et en dessous, il y a des objectifs d'entreprise, des objectifs d'entités infranationales comme des villes, des régions, ça peut être des PME même, qui définissent leurs propres objectifs et leurs propres plans de transition. Donc vous voyez que ça va dans les deux sens. Je pense que vous en avez parlé déjà dans les sessions précédentes. Il y a une relation entre le bas de la pyramide et le haut de la pyramide qui définit les ambitions. Donc ça va dans les deux sens. Mais pour l'instant, je vais parler du bas du triangle, le bas de la pyramide. Voici les principaux émetteurs et leurs CDN. Donc vous avez différents pays et si vous regardez, vous pouvez avoir un peu une idée de ce que sont leurs CDN. Ce n'est pas le texte qui a été publié dans les négociations, parce que ça prendrait beaucoup de pages, mais c'est un peu les principaux critères qui ont été retenus. Et vous voyez que ce sont des pays qui ont différentes PIB, différentes tailles en termes de population. Vous voyez que la Chine a un objectif d'avoir un pic des émissions de CO2 avant 2030 et d'obtenir la neutralité carbone d'ici 2060. Mais en fait, le problème, c'est que les définitions de neutralité carbone peuvent varier en fonction du pays et peuvent être différentes pour les entreprises. Donc, les termes pour les États et pour les entreprises peuvent être très variables. En général, la neutralité carbone le terme de neutralité carbone doit être le même pour tous les pays. Pour les États-Unis, il y a un objectif de 50 à 52% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030.
Vous voyez que maintenant, en comparant ces 2 CDN, il y a vraiment 2 manières différentes, d'évaluer les choses et c'est un peu compliqué pour les chercheurs, pour les personnes, pour les observateurs de faire des comparaisons. Vous avez peut-être déjà remarqué 2 choses. Quels sont les problèmes que vous voyez dans la manière dont, ces CDN sont présentés pour la Chine et pour les États-Unis? Laquelle des 2 est plus ambitieuse? Laquelle des 2 CDN est plus ambitieuse? Peut-être que vous pouvez écrire un commentaire dans la boîte de dialogue. Moi, il y a déjà, certaines choses que j'observe, c'est que certains parlent d'une date de référence, comme, là, les États-Unis, mais d'autres ne parlent pas de date de référence. Donc c'est un peu le 1er, problème qu'on peut détecter. Donc est-ce que, c'est 2005, la date de référence ou est-ce qu'elle n'est pas mentionnée? Il y a d'autres manières il y a d'autres manières qui montrent qu'il y a des difficultés de comparaison entre, les pays. C'est, les critères qui sont utilisés. Par exemple, l'Inde, utilise l'intensité en émissions. Donc en gros, l'Inde dit que le total de ses émissions peut augmenter, mais les émissions utilisées pour chaque point de PIB doivent diminuer. Donc l'efficacité augmente, l'efficacité globale, mais les émissions, pour autant, ne vont pas diminuer et donc c'est différent, du concept qui, consiste à dire qu'il faut une diminution des émissions et vous pouvez voir également les 2 derniers pays. Il y a, des, différences en termes d'histoire, en termes de politique, en termes de population, donc les ambitions ne peuvent pas être les mêmes. Donc dans tous les cas, il faut vraiment, observer le contexte culturel. Les capacités également de développer, des énergies vertes. C'est quelque chose que l'on apprend dans le processus de la COP. Il y a des pays qui disent: «Nous avons besoin de financement pour mettre en œuvre ces objectifs». Merci beaucoup pour, tous les commentaires que vous écrivez dans la boîte de dialogue. Maintenant, je vais passer à la suite. D'autres ressources, il y a des, organisations comme le Climate Action Tracker qui permettent d'analyser, d'évaluer, les CDN dans chaque pays. Vous pouvez faire votre propre recherche, vous pouvez, évaluer le type de recherche que vous faites en fonction du contexte du pays que vous évaluez. Mais vous pouvez également évaluer une CDN, dans le sens, où il est important de savoir si ils offrent, une aide pour, le financement de l'action climatique dans d'autres pays. Donc selon le Climate Action Tracker, vous pouvez donc voir si une action, climatique, une politique est suffisante ou insuffisante. Il y a donc, la température, l'objectif en termes de température et il y a également l'objectif en termes d'utilisation des terres et des forêts. Vous voyez également le critère de la date de l'année où, on souhaite atteindre les 0 émissions nettes. Et il y a également,
le fait de savoir si les politiques sont prises en compte dans des législations ou non, ou si elles sont prises en compte simplement dans des réglementations. Donc ça, c'est un élément également à prendre en compte. Et maintenant, je vais parler des objectifs et des législations. Donc, je vous ai montré un graphique au début où il y avait qu'un fossé important entre là où nous devons aller et là où nous sommes actuellement. Mais c'est vraiment réconfortant de voir que de nombreuses lois relatives au changement climatique ont été votées dans différents pays, dans de nombreux pays dans le monde entier. Et donc, l'outil dont je parlais avant montre ces lois qui ont été votées dans les différents pays. Il y a eu vraiment une croissance importante de la législation relative au changement climatique. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, il y a du progrès qui a été obtenu dans le monde entier. Et donc de nombreux parlements ont voté des lois relatives au changement climatique et vous voyez à quel point, c'est le cas en voyant, l'évolution depuis 1994 où il n'y avait quasiment pas de loi et en 2016, il y avait plus de 1 200 lois qui avaient été votées dans le monde entier. Maintenant, je vais parler de la réglementation et de la politique pour l'alignement des entreprises. Il y a différents instruments et là, c'est seulement, un petit échantillon et ce sont vraiment des, politiques, des termes très génériques, donc qui ne sont pas forcément spécifiques à certains secteurs. Il y a tout d'abord, des réglementations sur la manière dont, les entreprises et les institutions financières doivent divulguer, le risque sur, l'impact climatique de leur activité. Ils ne doivent pas faire, par exemple, selon ces lois, de fausses déclarations sur, leur, ambition climatique. Il peut y avoir également des, normes en termes de produits et selon ces lois, certains produits ne pourront pas être vendus si, ces critères ne sont pas respectés. Il y a vraiment des choses très liées à l'ambition climatique et donc cela permet aux consommateurs de savoir exactement d'obtenir exactement ce qu'ils pensent acheter. Mais je pense qu'il y a quand même d'autres secteurs où il pourrait y avoir plus de régulation. Maintenant, je vais parler également des exigences en termes d'achat pour les, autorités, pour les gouvernements. Les gouvernements, dépensent beaucoup d'argent, 16 à 17 de l'économie mondiale, du PIB mondial, correspond à des dépenses des gouvernements. Donc, selon ces lois, lorsqu'elles sont votées, les gouvernements doivent acheter uniquement des produits à des entreprises qui, poursuivent des objectifs de zéro émission nette. Et ensuite, il y a le commerce international, les politiques de commerce international. Cela peut, obliger à ce qu'il y ait des produits verts, à une standardisation de ces produits et comme vous l'avez peut-être déjà vu, les, lois sur le commerce international sont très sensibles, du point de vue de l'équité parce que beaucoup de pays développés dans le monde, achètent des produits de pays non développés et donc si vous taxez ces produits en raison de leur impact climatique, vous pourrez nuire à ces pays et ce pourrait être une pénalité pour les pays.
Donc il faut réfléchir, il faut penser à toutes ces politiques, dans un contexte dans leur contexte. Et il faut également voir la relation entre les politiques les politiques tarifaires des pays, et il faut mettre en lien avec les contributions déterminées au niveau national. Et il faut essayer de voir si tout cela est développé de manière équitable vis-à-vis des pays en développement. Donc nous avons analysé et nous avons vu que du point de vue de la réglementation, il y a eu une augmentation significative des réglementations en vigueur. Donc au cours quasiment des 10 dernières années, il y a eu une multiplication par 11 du nombre de réglementations. Donc cela montre que beaucoup c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ne réalisent pas, dans le monde entier. Il y a des lois qui les objectifs à avoir des plans spécifiques, qui, les obligent à avoir des critères sur leurs produits, s'ils veulent avoir des, contrats gouvernementaux. Donc tout cela, ce sont des choses dont les entreprises doivent avoir conscience, qu'elles doivent respecter, et des fois elles l'ignorent parce que ces réglementations sont nouvelles souvent, et parfois les entreprises ne savent pas, que ces lois se mettent en place, que ces réglementations se mettent en place, et et parfois cela peut, affecter, une entreprise peut avoir différents marchés, donc ces lois, doivent être respectées dans chaque pays. Donc si vous, en tant qu'activiste, si vous voulez si vous voulez qu'une entreprise, soit responsable climatiquement, vous devez leur faire prendre conscience qu'elles doivent respecter ces réglementations. Et enfin, je vais parler des objectifs et des plans de transition des entreprises et des entités infranationales. Donc vous voyez sur ce tableau issu du Zero Tracker, c'est un outil que nous utilisons, et grâce à des volontaires dans le monde entier, y compris des membres de la Global Youth Coalition. Nous utilisons pour cela des informations heu, accessibles, à tout le public. Donc vous pouvez aller sur le site zerotracker.net, et si vous êtes intéressé par une entreprise, vous voulez savoir quelle est l'action climatique, il y a vraiment des centaines, voire des milliers d'entreprises qui sont enregistrées dans cet outil. Nos volontaires ont évalué les politiques, les plans des entreprises. Par exemple, en Orange, Walmart, ils n'ont pas un plan complètement détaillé. Ils ont un plan, mais il n'est pas aussi détaillé qu'on pourrait le souhaiter. Par contre, vous voyez qu'il y a la plupart des entreprises ont un mécanisme de reporting. C'est quelque chose qui est dû notamment, aux politiques, qui ont été votées, aux lois qui ont été votées en ce sens. Mais il y a également d'autres critères qui sont évalués par le tracker. L'action climatique des entreprises et la politique climatique des gouvernements ont un lien fort. Lorsque la politique, permet d'améliorer la sécurité des investissements pour des investissements plus verts, cela permet aux entreprises d'atteindre plus facilement leurs objectifs. Est-ce que ce cercle vertueux fonctionne vraiment? Je vais parler d'une histoire et d'une étude. Vous voyez
une, photo de la personne, au milieu qui est l'architecte de l'accord de Paris. Cet accord de Paris est un système également que les pays utilisent pour, mettre en œuvre, pour présenter leurs contributions déterminées au niveau national. Et à l'époque, l'objectif était de 1,5 degré. C'était un objectif ambitieux parce qu'on parlait même à l'époque de 2,5 ou de 3 degrés. Et mes amis qui travaillaient à la COP à Paris m'ont dit que à la fin, de nombreuses entreprises ont dit qu'elles voulaient atteindre l'objectif de 1,5. Donc les gouvernements, les, délégations gouvernementales ont pensé qu'elles avaient l'accord de leurs entreprises pour, établir cet objectif de 1,5 degrés. Cela n'a pas obligé les négociateurs, des États à établir cet objectif de 1,5, mais cela montre à quel point les entreprises ont un poids. De cette manière, les gouvernements peuvent dire, «Si l'économie peut le faire, si le secteur économique peut le faire, nous pouvons le faire aussi». Et donc ça, c'est l'histoire. Mais il y a une étude qui a été faite à ce propos et des chercheurs donc ont essayé de voir si ce cercle vertueux dont je parlais avant peut fonctionner non seulement au niveau international, mais au niveau de chaque pays. Est-ce que les pays qui ont plus de politiques ambitieuses sont les pays où il y a des entreprises également qui sont plus ambitieuses? Donc ils ont, vu que l'ambition, le cercle vertueux de l'ambition peut fonctionner non seulement au niveau international, mais aussi au niveau national. Et donc, lorsqu'on travaille dans une entreprise pour améliorer les objectifs, des zéro émission nette, on, renforce également, l'objectif au niveau national et international. Alors les principaux enseignements, les CDN actuels et les lois climatiques ne permettent pas d'atteindre les objectifs, de l'accord de Paris, mais il y a de nombreuses lois qui sont entrées en vigueur pour se diriger vers, les zéro émission nette, mais ce n'est pas assez rapide. Et il y a eu un effet démontré de l'activisme climatique, que ce soit du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et donc cela veut dire que vous pouvez agir au niveau local pour avoir un impact vers le haut. Donc où avoir, des informations? J'ai déjà mentionné le Net Zero Tracker, il y a la World Benchmarking Alliance. Pour, les CDN, vous pouvez regarder par exemple le Carbon Brief ou, le Climate Action Network international. Donc merci beaucoup. Désolé si, j'ai dépassé un peu le temps et c'était vraiment un honneur d'être ici et j'espère que vous aurez une bonne journée et j'espère que, vous aurez une carrière, très, fructueuse en termes d'activisme climatique. Merci parce que c'était vraiment un sujet très important et c'est très important parce que lorsqu'on investit, on doit pouvoir savoir s'il y a une action climatique qui est vraiment réelle et ces outils nous le permettent. Merci beaucoup. C'était vraiment très, bien de voir que nos collègues ont rassemblé leur expertise et c'est très bien de voir que, toutes les idées ont été rassemblées en une intervention de 20 minutes. Q Comment assurer que la connaissance indigène est utilisée est prise en compte, pardon, mais également des barrières culturelles, par exemple les rôles de genre qui veulent limiter la participation des femmes et comment prendre cela en compte?
Je pense qu'il est important, d'éviter les idées préconçues. Il faut prendre en compte les différents systèmes de connaissances, pas seulement un seul. Et la manière conventionnelle, la manière scientifique est déjà prise en compte. Mais la tradition, la connaissance, le savoir traditionnel et indigène n'est pas forcément prise en compte. Et c'est quelque chose qui a été, abordé au sein du GIEC. Comment est-ce qu'on capture la connaissance indigène? Parce que cela peut donner, des indications sur la manière de s'adapter au changement climatique. Donc le GIEC n'avait pas fait de recherche à ce sujet, donc nous avons demandé à des tiers. Nous avons réuni ces gens avec, des communautés internationales, des communautés indigènes. Ils ont pu apporter leurs connaissances, leur système, de savoir, et ils ont pu dialoguer avec, des personnes du monde entier. Nous avons également eu la même chose en Australie sur, les questions d'atténuation. Il y a eu des personnes, du milieu universitaire et des personnes des communautés, indigènes, et cela peut, être enrichissant, cela peut se faire dans tous les pays. Si vous venez de l'extérieur, si vous avez vue externe, vous pouvez avoir l'idée que les, femmes ont une capacité, d'intervention limitée, mais si vous connaissez la réalité de l'intérieur, vous voyez que ce n'est pas forcément le cas. Donc il est important de capturer le savoir, des personnes de manière non conventionnelle. Merci Yuba pour cette réponse formidable. Kaya, j'ai une question pour vous. On a eu tellement de bonnes questions qui sont arrivées dans le chat, c'est assez difficile de choisir, mais celle-là, elle vient d'arriver et je l'ai vraiment remarqué. Qu'est-ce qui est fait au niveau des pays pour trouver un équilibre entre les puits nets et les émetteurs nets lors de la rédaction et la révision de nos CDN? Et comment est-ce que les émetteurs nets peuvent nous aider, peuvent aider les puits nets, pas pour punir, mais pour aider les puits à mieux compenser? Alors, c'est une très très bonne question, mais c'est une question très sensible au niveau politique, parce que pour expliquer un petit peu cette terminologie, un puits, c'est une manière dont nous pouvons capturer le dioxyde de carbone dans l'air. Donc un puits, ça peut être une jungle, par exemple, qui existe dans un pays qui est donc un puits naturel. D'autres pays qui sont des émetteurs peut-être plus importants euh, ont peut-être pour ambition de soutenir la protection et parfois la restauration d'un puits d'un autre pays pour pouvoir atteindre un équilibre mondial. Mais évidemment, cela peut créer des questions politiques. Donc, il y a un article 6, l'article 6 dans l'accord de Paris, et il y a une négociation en particulier sur les articles 6.2 et 6.4 qui évaluent la manière dont nous pouvons euh, aider les pays qui ont plus d'émissions ou plus de puits pour soutenir ces puits. Et comment est-ce qu'on annonce cela dans les dans les CDN? Et comment est-ce qu'on peut compenser cela grâce à des crédits? Donc ça, c'est vraiment difficile parce que comme vous pouvez l'imaginer, il y a des enjeux liés au foncier sur ces sujets. Certains pays qui aideraient à protéger les terres d'un autre pays. Qui est-ce qui vivent sur ces terres? Est-ce qu'ils sont euh, consultés? Est-ce qu'ils sont engagés dans la protection de ce puits naturel? Et qui peut réclamer quoi? Donc, il y a
un travail qui a été fait, une publication qui a été partagée et que je peux vous partager, qui a été publiée, que je peux vous partager bientôt sur la relation entre le secteur privé et le secteur gouvernemental pour les pays qui payent pour des puits et quel est quel rôle joue l'aspect colonial dans dans ces questions. Ce qui est très important ici, c'est de penser à la biodiversité et en particulier avec la COP de la biodiversité que nous avons, que nous devons financer la nature en son doigt propre et pas seulement comme une compensation parce que certains pays ont beaucoup d'émissions, mais parce que nous avons des ambitions liées à la nature dans différents pays. Et ça joue là-dedans. Je pense que, il y a d'autres personnes qui sont bien plus expertes que moi sur cet article 6 et savoir comment est-ce qu'on peut échanger les financements entre les puits et les émetteurs. Mais ce qui est important, c'est de réduire nos émissions parce que nous n'avons pas assez de puits dans le monde pour pouvoir attendre d'un autre pays de compenser nos émissions carbone. Les puits qui existent déjà sont déjà dans des situations critiques. Donc, il faut vraiment réduire nos émissions dans tous les cas. Merci beaucoup. Merci, Kaya. Merci pour cette réponse très exhaustive à une question très difficile. On a beaucoup de questions qui ont été posées parce que vous avez encouragé tellement de pensées, de questions. Euh, mais je sais que beaucoup d'entre nous veulent passer à l'aspect des groupe parce que toutes les sessions, nous avons des personnes qui nous demandent plus de temps en groupe. Donc peut-être que les questions qui sont posées sont disponibles dans le chat et vous pouvez y répondre vous-même dans les salles de travail. Et je vous encourage, Yuba et Kaya, de participer dans les groupes. Et vous pouvez également regarder les questions qui ont été posées dans le chat et si vous pouvez y répondre, ce serait formidable. Alors, Fred, est-ce qu'on pourra voir les diapositives? Je vais clore la session et expliquer notre prochaine session. Donc, merci beaucoup, Carly, Yuba et Kaya, d'avoir participé à cette séance et merci pour tout votre travail de militantisme. Donc, la prochaine séance, le 17 septembre, nous aurons une séance sur les négociateurs de la jeunesse à la COP. Alors, je ne serai pas là, moi, je serai en vacances à ce moment-là, mais j'ai hâte pour vous de voir une belle séance bien interactive avec énormément de monde. L'objectif sera vraiment que vous puissiez poser des questions sur le rôle de négociateur à la COP. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce que vous faites au niveau de vos pays également? Donc, nous avons hâte de cela. Nous avons Johnny Stangl qui sera là. Nous avons Marie-Claire Graff qui sera là également. Donc, si on veut passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ah, pardon, celle d'avant. Alors, juste un petit rappel, le 26 septembre, et je vous renverrai cela par mail. Nous avons un webinaire qui s'appelle la course à l'accélération des énergies renouvelables dans le sud mondial. Donc, certains de nos collègues vont parler dans ce webinaire et vous pouvez bien sûr nous rejoindre. C'est un événement qui euh, aura lieu le 26 septembre. Mais pour le moment, donc, on va vous dire au revoir pour tous celles et ceux qui nous rejoignent sur le direct. Mais nous allons passer au groupe de travail.